Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorito. Scène incroyable hier soir à Geoffroy Guichard, après le tir au but vainqueur d'Auxerre, qui envoyait les Verts en Ligue 2. Le terrain a été envahi, des fumigènes tirés et les joueurs ont dû se réfugier de toute urgence dans les vestiaires pour éviter le pire. Un nouvel acte de hooliganisme en France. On va être dans quelques instants avec Bruno, qui était hier dans les tribunes de Geoffroy Guichard, un supporter des Verts qui fait beaucoup de kilomètres pour aller supporter son équipe. Et on va faire un récapitulatif de cette année noire, cette saison noire pour le football français. Frédéric Brindel. Alors donc Philippe, rappelons-le, les Verts, Geoffroy Guichard, c'est la ville de Saint-Étienne. Toute la saison, plusieurs villes, plusieurs clubs ont été concernés. À Montpellier, par exemple, dès le mois d'août, un joueur de Marseille touché à la tête. Toujours au mois d'août, chaos total entre Nice et Marseille. On est à Nice, les ultras niçois pénalisent leur club d'un point. Ce point sera décisif pour la qualification à l'Europe en fin de saison. Au mois de septembre, le derby du Nord, pourtant ils sont exceptionnels, Lens-Lille, envahissement du terrain, 6 blessés, les deux équipes écopent d'un point avec sursis. Au mois de septembre, le bus des supporters bordelais tombe dans un guet-apens à Montpellier, tiens, encore Montpellier. Puis Angers-Marseille, là cette fois-ci les supporters marseillais qui détruisent le matériel. Saint-Étienne-Angers, encore Angers, bon, un petit peu victime collatérale, mais là cette fois-ci c'est à Saint-Étienne avec des ultras qui sont mécontents des résultats, donc évidemment on casse. Au mois de novembre, le fameux OL-OM, on appelle ça l'Olympico, avec la bouteille de plastique envoyée sur la tête du joueur vedette de Marseille, Dimitri Payet. Résultat, Lyon, 1 point retiré au classement, là encore des pénalités directes, et puis match à huis clos à suivre. Lyon qui se retrouve éliminé de la Coupe de France, non pas pour avoir perdu son match, mais parce que ses supporters ont tout cassé sur le terrain du Paris Football Club, qui lui aussi du coup est pénalisé parce qu'incapable de canaliser les incanalisables. On termine, mois de mars, les supporters bordelais bloquent les joueurs à la sortie du stade. Ça les a super motivés, la preuve. Ils descendent en 2e division, un peu comme les Stéphanois. Et puis au mois d'avril, Brest-Nantes, oui, entre ultra-bretons. 10 minutes d'arrêt, là aussi des bagarres. Bon, je vous passe les agressions au centre d'entraînement sur les années précédentes à Nantes, à Marseille. Bref, c'est n'importe quoi. Et avec nous, Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous étiez hier soir dans les tribunes de Geoffroy Guichard. Vous avez entendu cet inventaire à l'après-vert fait par notre ami Frédéric Brindel. Ouais. Racontez-nous ce qui se passe au coup de sifflet final. C'est même pas un coup de sifflet, c'est le tir au but décisif du joueur auxerrois qui marque. Ouais, qui marque, et donc il y a envahissement du terrain par des supporters en fait qui partent du COP Nord, de la tribune Nord, Charles Parret, donc de Geoffroy Guichard. Bon, mon sentiment en fait que c'était déjà convenu à l'avance, c'est-à-dire que avant en fait quasiment avant les tirs au but. Je crois que c'était dans les prolongations, enfin là, au démarrage de la 2e mi-temps des prolongations, il y a eu un cordon de CRS qui a été mis en place, les CRS sont rentrés. Il y a eu un cordon de CRS qui s'est installé en fait dans la périmétrie du terrain. Au moins en fait, principalement j'allais dire sur toute la longueur en fait de la tribune d'honneur, l'agence Léna du stade. Oui, je me permets ce que dit Bruno. Bruno, c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire que habituellement on aurait pu mettre les CRS pour empêcher l'envahissement de terrain, mais là c'est une disposition défensive pour empêcher voilà, présidentielle, accès aux vestiaires, etc. Et puis effectivement, donc on sentait que des deux côtés en fait à la fois, je pense que les dirigeants en fait, enfin les services de sécurité en fait instruits par les dirigeants se doutaient, pressentaient, j'allais dire, ce qui allait se passer, l'envahissement probable du terrain si les choses tournaient mal pour les Verts. Et puis côté supporter, côté ultra, on voyait bien en fait que ça avait été convenu d'avance. Et d'ailleurs, on a entendu certains capots en fait dire les gars vous pouvez y aller et puis entre guillemets ça voulait dire lâchez-vous quoi. Avant de donner la parole aux vraies voix, on a tiré au gaz lacrymogène carrément dans les tribunes, même comme les supporters comme vous qui étiez restés à votre siège. C'est ça. Donc moi en fait j'étais dans la partie inférieure du COP Nord et on regardait donc ce qui se passait un peu hébété, on n'en revenait pas, enfin on était vraiment hébété, on se réalisait pas du tout. Et puis
donc en fait les CRS ont pris des fumigènes, j'allais dire, qui ont été lancés de façon de plus en plus précise en fait vers eux, dans les jambes, dans les pieds, dans les jambes. Et certains ont atteint la tribune présidentielle aussi, Bruno. Ouais, certains ont allé, c'est ça, il y avait des débuts de départ de feu au sol dans la tribune présidentielle à cause de ces fumigènes qui étaient lancés de plus en plus à dessein en fait vers les forces de l'ordre, vers des endroits bien précis. Et donc quand les CRS quand on a vu en fait que ça débordait de plus en plus et que la situation devenait plus dangereuse, à ce moment-là ils ont contre-attaqué et ils ont avancé, ils ont envoyé en fait des gaz lacrymogènes pour les repousser, donc ça les a repoussés et puis pour faire évacuer aussi la partie inférieure de la tribune, à un moment donné je pense qu'ils ont déclenché des gaz lacrymaux sur la partie inférieure en fait de la tribune dans laquelle moi j'étais. J'ai pas eu de bol parce qu'en fait il y en a une qui a dû péter pas très loin de là où j'étais, et en fait il y a des degrés en fait de dureté, j'allais dire, sur les bombes lacrymaux. Là il semblerait qu'ils avaient utilisé en fait des bombes lacrymaux de très fortes. Alors, très forte, Bruno, on va faire réagir les vraies voix pour interagir avec vous. Moi, juste pour terminer, en fait, j'avais l'impression que mes poumons étaient brûlés. Je ne pouvais plus respirer, donc je suis resté dans un état de neutralité. Je ne pouvais plus rien faire, plus avancer, plus monter, plus rien. Et j'étais avec deux jeunes qui étaient avec moi. Il y avait mon fils et le fils d'un ami, en fait, qui m'ont pris par les bras et qui m'ont transporté tout en haut de la tribune et qui m'ont sorti de là. Parce que sinon, moi, j'étais neutralisé, je ne pouvais plus bouger. Et il y avait un risque pour moi de me faire piétiner après derrière. Donc vous voyez, alors que moi, j'étais spectateur au départ, encourager mon équipe, spectateur, et puis finalement, j'aurais été la victime collatérale d'un truc, mais qui était totalement irresponsable et qui était inacceptable, quoi. Vous voyez, un enfant en bas âge, fils d'un des joueurs, a été gravement blessé en insuffisance respiratoire. Ah ça, je savais pas. Ouais. Ah, je savais pas. On va faire réagir les vraies voix qui aiment le foot pour plusieurs d'entre elles. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. La France, c'est le nouveau pays du hooliganisme ? Étrangement, Philippe, on m'a indiqué ce matin, je ne sais pas si Bruno est au courant de cela, qu'on avait une tribune était fermée, celle qui en général abritait les ultras. On a fermé la tribune, mais apparemment les dirigeants ont permis aux ultras d'être installés ailleurs. Et donc, évidemment, l'effet de la fermeture de la tribune n'a eu aucun impact positif. Françoise Degois. Oui, je pense qu'il y a une hypocrisie aussi de la part des dirigeants des clubs. Honnêtement, ces ultras, si on veut pas qu'ils rentrent, ils rentrent pas. Et puis moi, je m'interroge quand même. Le drame du Heysel. Est-ce qu'on se souvient? C'était l'anniversaire hier, 29 mai 1985. 39 morts, plus de 400 blessés. Oui. Un drame épouvantable qui commence avec une bagarre. Après Hillsborough en Angleterre, mais bien etc. sûr, et c'était Liverpool contre la Juve, je crois. Donc c'est vraiment un drame épouvantable qui est lié à cet hooliganisme. On pensait, vous savez, comme toujours dans l'émotion, on se dit plus jamais ça. On est 30 ans après ou 20 ans après, ou 30 ans, 35 ans après, et on recommence les mêmes conneries. Vous imaginez hier... Mais Françoise... Non mais vous imaginez hier comment ça aurait pu tourner. Moi, le témoignage de Bruno est délirant. Pour avoir couvert des manifs, notamment le G7 à Gênes, je peux vous dire que les gaz lacrymaux, c'est vrai, c'est absolument affreux. Vous ne pouvez plus respirer, etc. Vous vous rendez compte qu'au Stade de France, il y a des enfants de 10 ans, 12 ans qui ont pris des lacrymaux. Et ce que raconte Bruno est édifiant parce que ça aurait pu se terminer en bagarre générale, effondrement des tribunes. Nous n'en savons rien. Comment ces choses commencent et comment elles se terminent. Donc voilà. Nous n'avons aucun sens vraiment de la leçon. Nous ne tirons de leçon de rien. Françoise, quand vous dites plus jamais ça, c'est l'exemple du hooliganisme à l'anglaise. Eh bien, ça n'a plus jamais été ça, puisque les Anglais ont été suspendus pendant 5 ans de toute compétition. Non, mais ça, on le sait. Mais donc, ça veut dire que le hooliganisme, ça continue et c'est pas simplement une spécialité anglaise. Pas en Angleterre. Je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'était les aides, c'était en Belgique. Et en l'occurrence, le hooliganisme, c'est une façon de faire. Et donc, enlevons ce mot anglais, arrêtons de culpabiliser les supporters de Liverpool. Les Français, Pierrot vaut pas mieux que Margot. Jean Dorido, en 30 secondes,
le point de vue du psy. C'est absolument fou. Le point de vue du psy, c'est que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et Frédéric Brindel l'a rappelé, c'est sans arrêt que ce genre d'incident extrêmement grave se produit. Et donc, manifestement, il y a soit un savoir-faire en France que nous n'avons pas, à l'instar des Anglais qui, effectivement, ont réussi à éradiquer le hooliganisme en fichant les gens et en interdisant des personnes de stade. Et si on a le savoir-faire, c'est qu'à ce moment-là, il y a un manque de volonté politique pour que ce genre de débordement extrêmement dangereux cesse enfin. Nous sommes tous responsables, nous aussi, les journalistes sportifs. Quand dans des émissions d'expression, on donne la parole aux supporters qui parlent du club en disant « nous, on joue comme ça ». Quand des chaînes d'infos, pour des analyses de matchs, prennent des déclarations de supporters, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller interroger des joueurs. Quand les banderoles, les mouvements d'humeur sont montrés à la télévision, quand les commentateurs peu informés qui se replient sur l'analyse de l'ambiance des supporters plutôt que celle des joueurs font cela, eh bien, les supporters imaginent qu'ils sont des acteurs du jeu, des propriétaires de clubs, des juges, des experts, et eh bien, ils se croient tout permis et ils pensent pouvoir agir. Or, leur seule manière d'agir, c'est la violence, c'est le principe des faibles, c'est le problème. Et pour moi, leur bonne manière, ce serait d'encourager leur équipe. Merci beaucoup Frédéric Brindel et merci beaucoup à Bruno. On vous souhaite un très prompt rétablissement, mon cher Bruno. Allez, ça va être plus léger, on va faire 2 heureux. Bonsoir Yann de Bordeaux. Bonjour. Vous avez été le 25e appel au 0826 300 300. Vous avez gagné 2 places VIP pour le 14 juillet au Francophonie de La Rochelle. Tiens, je vous fais deviner les 3 artistes vedettes. On écoute un extrait avec vous. Vous allez voir qui vous allez pouvoir écouter. Donc laisse-moi te chanter. Angèle, c'est excellent. On commence avec Angèle. Est-ce que ça vous va? Ah, très bien, franchement, très bien. On continue? Allez, on continue. C'est gagnant, il y a encore une femme. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime. Oshi. Plus que tu m'aimes, Ouais, j'adore la marinière, j'espère qu'elle va la chanter. Oui. Ah, alors, Yann, content, La Rochelle, c'est pas très loin de Bordeaux. Angèle, Juliette Armanet et Oshi en VIP pour le 14 juillet prochain. Belle fête nationale pour vous. Vous faites 1 euro, hein, vous faites 2 euros. Madame et monsieur, là, impeccable. Hein, ah ben, impeccable. Madame est en train d'écouter aussi. Ah non, madame travaille, mais moi je débauche, mais on est heureux. C'est ça, madame travaille et monsieur va au concert. Bravo. Vous allez lui annoncer ce soir. Vous allez lui annoncer ce soir. Ah oui, tout à fait. Vous êtes un auditeur régulier, pardon, de Sud Radio? Ah oui, tous les jours. En fin d'après-midi, en débauchant, je vous écoute. Les grandes gueules, et c'est génial. Les vraies voix, les grandes gueules, c'est la concurrence. Les vraies voix. Non, mais c'est une excellente comparaison. Merci beaucoup. On peut avoir de grandes gueules tout de même. Oui, ça n'empêche pas. Bravo Yann pour avoir gagné ces 2 places en VIP au Francophonie. Sud Radio sera partenaire. Tout de suite, notre grand débat, fiasco du Stade de France. La France est-elle capable d'organiser la Coupe du Monde de rugby 2023 et les JO 2024? Vous êtes 87,8% à dire non. On va en débattre avec Daniel Rémy, expert en sécurité, qui a pendant 3 ans, avec une de ses sociétés de sécurité, fait la sécurité du Stade de France. Écoute la marinière.